En 18 mois à peine, un pays classé fragile a inversé un pronostic que les experts jugeaient verrouillé depuis une décennie, puis a installé un silence technologique là où l'on attendait du bruit. Dans ce contraste inattendu, 2 chiffres, 5 drones, 12 cibles, ont dessiné une rupture que personne n'avait anticipée, révélant une maîtrise qui contredit tous les récits dominants. Alors que cette précision bouscule les hiérarchies, que signifie vraiment pour les habitants cette accélération orchestrée par Ibrahim Traoré ? Une brèche s'ouvre déjà, comme si un futur discret cherchait sa première phrase. Si le premier choc vient de la précision technique, l'enjeu réel réside dans ce que cette maîtrise promet pour un pays longtemps dépendant des délais étrangers et des autorisations extérieures. Cette promesse, tenue dans un langage simple, ouvre une perspective décisive, délivrer une souveraineté technologique durable sans provoquer d'escalade. Elle redéfinit les attentes nationales, car un État qui conçoit, encode et déploie ses propres systèmes de défense revendique un rythme stratégique que nul acteur extérieur ne peut interrompre. Ce glissement transforme la notion même de sécurité. Elle n'est plus un service importé, mais un processus local situé dans les mains de ses ingénieurs, de ses analystes et de ses opérateurs. Chaque réussite, même discrète, augmente l'exigence collective. Chaque erreur potentielle devient un risque calculé, supporté non par les partenaires étrangers, mais par les habitants eux-mêmes. Ainsi, la question n'est plus de savoir si le Burkina Faso peut maintenir ce niveau d'autonomie, mais comment cette trajectoire modifiera les rapports de force régionaux et les attentes sociales du pays dans les mois à venir. La réponse à la question suspendue surgit dans une séquence de données qui a surpris même les analystes les plus prudents. 5 drones conçus localement, 12 cibles verrouillées, 0 victime civile. Ces 3 chiffres, à eux seuls, referment la première boucle de curiosité et dévoilent la nature exacte du tournant enclenché sous Ibrahim Traoré. Ce résultat n'était pas seulement un succès tactique, il révélait qu'un pays souvent décrit comme dépendant avait discrètement accumulé des compétences qu'on pensait hors de portée. La scène se déroule dans un hangar poussiéreux de Kouougou, transformé en laboratoire improvisé où une équipe de jeunes programmeurs, guidée par la docteure Luma Tanari, a assemblé un réseau autonome de drones fondé sur un algorithme hybride mêlant apprentissage automatique et reconnaissance thermique. Loin d'un récit spectaculaire, c'est la sobriété de l'opération qui a marqué les observateurs. Aucune fuite, aucun enregistrement amateur, aucun communiqué précipité. Lorsque les images satellites ont confirmé la destruction totale du convoi, les chancelleries ont surtout retenu une absence, celle de signatures industrielles identifiables. Ce silence méthodique a servi de révélateur. Il montrait que l'autonomie burkinabé ne naissait pas d'une rupture brutale, mais d'une accumulation patiente de choix techniques, souvent invisibles, parfois risqués, toujours assumés. Avant cette inflexion, chaque frappe aérienne dépendait d'autorisations étrangères, les réunions s'étiraient, les réponses tardaient et les convois adverses avançaient. Le pays vivait au rythme de systèmes importés, calibrés pour d'autres terrains, d'autres chaînes de commandement, d'autres priorités. La bascule tient dans une discipline nouvelle. Coder localement, tester rapidement, corriger sans attendre, puis déployer sans chercher l'approbation extérieure. Ce n'est pas une rupture miraculeuse, mais une mécanique progressive où chaque ligne de code remplace un fragment de dépendance. Et dans cette chronologie resserrée, une certitude émerge. La souveraineté burkinabé n'a pas été déclarée. Et là, elle a été construite, presque mot par mot, protocole après protocole. Au cœur de cette transformation, une figure discrète a servi de boussole technique. La docteure Luma Tanari, ingénieure formée sur du matériel recyclé et rompu aux contraintes du Sahel. Dans son atelier de Kouougou, elle coordonne une vingtaine de jeunes programmeurs, la plupart âgés de moins de 35 ans, qui ont appris à concevoir des drones non pas à partir d'équipements neufs, mais de circuits récupérés, de batteries reconditionnées et de modules thermiques recomposés. Le premier cas marquant survient lors d'un essai préliminaire. Un prototype instable, menacé par les bourrasques chaudes, parvient à maintenir sa trajectoire grâce à un correcteur codé en urgence par 2 étudiants. Ce geste improvisé devient une démonstration de méthode. Corrigé immédiatement, testé localement, validé collectivement. Quelques semaines plus tard, un second épisode confirme cette dynamique.
Un drone censé être visible aux radars commerciaux disparaît de l'écran sans activation d'aucun brouilleur externe. L'équipe découvre alors que la signature thermique du châssis, modifiée avec un alliage peu coûteux, absorbe mieux la chaleur que prévu. Rien n'était prémédité, mais tout était exploité. Dans ces deux scènes, la contribution d'Ibrahim Traoré reste présente en arrière-plan. Il impose un cadre, pas une narration héroïque. Il supervise, oriente, puis laisse l'atelier évoluer comme un organisme vivant capable d'adaptation permanente. L'impact se perçoit rapidement autour de Kouougou. Les villages frontaliers, autrefois résignés, témoignent d'une sécurité nouvelle, ressentie non comme un miracle militaire mais comme le produit d'une compétence en croissance. Ainsi se forme le véritable enjeu. La technologie ne protège pas seulement, elle transforme la manière dont un pays se projette. C'est là que tout se joue. Le déclencheur survient dans la pénombre d'une salle de commandement enterrée sous Ouagadougou, où les écrans affichent une série de points rouges progressant vers la frontière sud. Les opérateurs ne parlent presque pas. Les signaux confirment l'approche d'un convoi armé composé de 12 véhicules chargés d'explosifs. L'objectif adverse est clair: capturer un village, diffuser la terreur en direct, imposer un récit. Pour la première fois depuis des années, la chaîne de décision ne dépend plus d'un feu vert étranger. Les techniciens attendent un seul mot. Lorsqu'un officier murmure « toutes les cibles verrouillées », Ibrahim Traoré se lève lentement et donne un ordre simple « procédez ». L'apogée se déploie en altitude. À 5000 mètres, 5 drones burkinabés planent déjà au-dessus du convoi. Aucun ne figure sur les radars commerciaux. Le premier missile frappe le véhicule de tête, brisant l'avancée. Le second coupe la colonne. Le troisième neutralise la retraite. Les opérateurs suivent les impacts avec une précision clinique, presque froide. 14 minutes seulement séparent l'ordre initial de la dissolution totale de la menace. Pas de bavure, pas de victimes civiles, pas de message triomphant. Ce mutisme assumé devient un signe distinctif du programme, une façon de montrer que la compétence prime sur la démonstration. Lorsque les dernières confirmations satellitaires tombent, personne n'applaudit. Chacun sait que le véritable tournant ne réside pas dans la frappe, mais dans ce qu'elle représente. Un pays longtemps présenté comme fragile vient de mener une opération autonome du début à la fin, sans assistance extérieure. La réverbération commence quelques heures plus tard. Dans les chancelleries étrangères, un malaise discret circule. Aucune signature industrielle, aucune empreinte thermique étrangère, aucune fuite précoce. Les hypothèses s'enchaînent, aide russe, piratage, camouflage sophistiqué, mais aucune ne parvient à expliquer le caractère local du dispositif. Sur les réseaux africains, un hashtag se diffuse rapidement, réinterprétant l'événement comme un symbole de compétences retrouvées. À Kouougou, l'équipe de l'Umatanari reçoit la nouvelle dans un silence presque incrédule. Les ingénieurs mesurent la portée de ce qu'ils ont construit, un système capable d'exécuter une mission complète en restant invisible, non par magie, mais par accumulation d'ajustements, d'alliages repensés et de lignes de code optimisées. Dans les villages frontaliers, l'effet est immédiat. La peur récurrente des incursions s'atténue. Les habitants perçoivent pour la première fois une protection issue de leurs propres compétences nationales. Le succès technique se double d'une transformation psychologique. La sécurité n'est plus une faveur extérieure, mais un outil forgé localement. Cette mutation silencieuse nourrit un nouveau type de confiance, diffuse mais persistante. Le pays bascule alors d'une logique de réaction à une logique d'anticipation. Et dans ce renversement discret, une réalité s'installe. L'opération n'a pas seulement repoussé une attaque, elle a inauguré un mode d'action dont le Burkina Faso entend désormais maîtriser le tempo. Le récit change de nature. Il cesse d'être défensif. Il devient méthodique, continu, structuré. Il impose une cadence que d'autres devront désormais considérer. Le basculement chiffré apparaît immédiatement. L'autonomie technologique du Burkina Faso est passée de 12% à 72% en 18 mois. Cette progression fulgurante montre qu'un processus jadis marginal est devenu un pilier stratégique. Elle indique également que la dépendance extérieure, longtemps perçue comme structurelle, peut se réduire rapidement lorsque la décision s'appuie sur des ingénieurs locaux et une chaîne de validation resserrée. Ce delta révèle un changement de psychologie nationale, car chaque point gagné réorganise la manière dont les équipes évaluent le risque, le coût et la compétence. Dans ce mouvement, la méthode encouragée par Ibrahim Traoré fonctionne comme un multiplicateur. Simple,
lente en apparence, mais cumulativement puissante. Le deuxième chiffre concerne le coût moyen de production d'un drone Jamila, 1,8 million de francs CFA, soit moins de 3 000 € par unité. Ce montant dérisoire contraste fortement avec les modèles importés coûtant entre 150 000 et 500 000 € pièce. La différence économique n'est pas seulement comptable. Elle restructure l'écosystème local en créant un espace où la créativité remplace un capital inaccessible. Une phrase résume cet écart. Les ressources limitées ont forcé une optimisation systématique. Ce rapport financier explique pourquoi un simple atelier de Kouougou peut rivaliser avec des usines militaires continentales. Le troisième chiffre clé confirme la solidité du système. 94% des frappes enregistrées ont atteint leur cible sans déviation ni dommage collatéral, alors que la moyenne mondiale oscille autour de 67%. Ce taux exceptionnel ne tient pas d'une prouesse isolée, mais d'une procédure rigoureuse d'audit interne menée à chaque mission. Il signale un niveau de fiabilité rarement atteint dans un environnement où les infrastructures, les réseaux et les moyens logistiques ne sont pas optimaux. Cette performance construit une signature d'excellence fondée sur la répétition, pas sur la chance. Elle transforme la doctrine de défense en un ensemble d'équations contrôlables, révisables et transmissibles. Ces trois mesures, mises ensemble, dessinent une tendance nette. L'autonomie, le coût et la précision se renforcent mutuellement. Elles montrent comment un programme né dans un hangar improvisé peut produire des effets systémiques sur l'économie, la stratégie et la perception collective. Elles révèlent aussi que l'assistance extérieure, loin de disparaître totalement, a été réduite à une proportion minimale. Moins de 8% du code provient d'architecture russe et seulement 4% des composants sont importés. Cette proportion signifie que l'alliance intellectuelle n'a jamais créé de dépendance structurelle. Elle illustre un choix clair, apprendre, intégrer, puis internaliser. L'impact économique complète cette démonstration. Les coûts de surveillance frontalière ont chuté de près de 60%, libérant environ 9,4 milliards de francs CFA réinvestis dans la formation et la maintenance. 18 laboratoires de micro-ingénierie ont été ouverts dans les régions périphériques, réduisant l'exode des jeunes diplômés. Ces centres deviennent des îlots de compétences où l'apprentissage s'effectue sur du matériel conçu localement, non sur des modèles importés. Ainsi se forme une boucle vertueuse, produire pour apprendre, apprendre pour produire. À travers ces chiffres, une logique apparaît. La souveraineté n'est pas un slogan, mais une construction mesurable. Et dans cette construction, les données racontent un récit plus stable que n'importe quel discours. La première thèse critique, formulée dans plusieurs capitales occidentales, affirme que le programme Jamila risque d'ouvrir une course régionale aux armements. Selon ses défenseurs, un pays qui développe une technologie militaire avancée crée mécaniquement une dynamique d'escalade, même involontaire. Ils soutiennent que la maîtrise locale de drones tactiques pourrait pousser certains États voisins à accélérer leurs propres acquisitions, parfois sans cadre réglementaire solide. Ces analystes évoquent également la possibilité qu'un acteur non étatique cherche à imiter ou détourner des éléments du système, créant une instabilité supplémentaire. Dans cette perspective, le succès burkinabé serait moins une prouesse qu'un signal potentiellement perturbateur pour l'ensemble du Sahel. La deuxième thèse critique avance que l'autonomie affichée cacherait en réalité une dépendance implicite à Moscou. Cette lecture s'appuie sur la présence d'architectures hybrides dans le code et sur la coopération initiale avec certains experts russes. Pour ces tenants, la technicité de certaines fonctions, notamment la reconnaissance thermique avancée, laisserait supposer un transfert décisif d'ingénierie. Ils ajoutent que, dans un contexte international sous tension, une telle proximité pourrait réduire la marge diplomatique du Burkina Faso. Cette hypothèse interprète donc la réussite comme le reflet d'un alignement problématique plutôt que d'une véritable autonomie. La réponse mérite d'être examinée avec la même rigueur. Les données internes montrent que moins de 8% du code proviennent d'architecture russe et seulement 4% des composants physiques sont importés. Ce ratio indique une contribution extérieure limitée,
mobilisés comme levier et non comme dépendance. Les chiffres confirment aussi qu'aucune base étrangère n'a été attaquée et qu'aucun voisin n'a été menacé depuis la mise en service du système, contredisant l'idée d'escalade. Le décret présidentiel interdisant l'exportation du matériel renforce cette logique de retenue stratégique. Dans ce cadre, la démarche défendue par Ibrahim Traoré ne vise ni la projection de puissance ni l'expansion, mais la consolidation d'un modèle défensif ancré dans des choix mesurés, documentés et transparentement assumés. Le basculement apparaît sans annonce préalable. En quelques jours, le programme Jamila cesse d'être perçu comme un succès militaire isolé et devient une matrice d'organisation pour l'ensemble de l'appareil étatique. Les comités mixtes, ingénieurs, économistes, officiers prennent place autour des mêmes tables, réduisant la verticalité habituelle et accélérant chaque décision. Cette horizontalité nouvelle, presque inconcevable quelques mois plus tôt, agit comme un multiplicateur de résultats, moins de gaspillage budgétaire, plus de contrôle technique, une révision permanente des protocoles. Le phénomène gagne même les villages frontaliers, où la sécurité n'est plus vécue comme une protection venue d'ailleurs, mais comme un outil façonné par les compétences nationales. Les soldats, longtemps équipés de matériel usé, découvrent des dispositifs conçus par leurs compatriotes, et le moral remonte brutalement. Cette confiance diffuse modifie la relation entre institutions et population, établissant un pacte tacite fondé sur la capacité plutôt que sur l'attente. Dans ce contexte, le rôle d'Ibrahim Traoré se déplace. Il n'est plus seulement la figure de l'impulsion initiale, mais le garant silencieux d'une méthode qui commence à s'étendre au-delà du secteur militaire. Ainsi, le midpoint se révèle pour ce qu'il est, un changement de fonctionnement national, non un simple épisode technique. À ce propos, l'effet le plus visible apparaît dans l'appareil d'État lui-même, où les décisions autrefois ralenties par des circuits interminables s'exécutent désormais par comité mixte. Cette horizontalité réduit la corruption, car chaque étape passe par la confrontation directe des données, non par l'attente d'autorisation extérieure. Les ministères redéfinissent leurs priorités en fonction de la capacité locale, produire, maintenir, améliorer. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, la souveraineté cesse d'être un concept lointain et devient un critère opérationnel mesurable intégré dans les routines quotidiennes. À ce propos, la chute de près de 60% des coûts de surveillance frontalière libère un budget réinjecté dans la formation, la maintenance et l'ouverture de 18 laboratoires régionaux. Ces centres créent des emplois qualifiés dans des zones auparavant dépourvues d'infrastructures techniques, freinant l'exode des jeunes diplômés. La baisse drastique du coût de production des drones, environ 1,8 million de FCFA l'unité, encourage des chaînes d'approvisionnement locales, substituant la créativité au capital. Le pays découvre qu'une technologie défensive peut devenir un moteur économique interne sans dépendre d'un marché extérieur. À ce propos, dans les villages frontaliers, la perception de sécurité change de nature. Elle n'est plus vécue comme un rempart imposé par une puissance extérieure, mais comme le produit direct du savoir national. Les écoles autrefois fermées rouvrent, doublant leur présence dans certaines zones grises en moins de 6 mois. Les familles qui avaient quitté leur région reviennent progressivement, rassurées par une stabilité issue d'un outil conçu localement. Le modèle instauré sous Ibrahim Traoré rétablit une confiance collective rare, celle d'un pays capable de se protéger sans perdre son identité. À ce propos, les États du Sahel, Mali, Niger, Tchad, observent cette transformation avec une prudence mêlée d'intérêt. Les délégations se succèdent pour comprendre la méthode Jamila, non pour l'imiter, mais pour identifier les facteurs qui permettent à un pays fragilisé de stabiliser ses frontières avec un coût aussi faible. L'Alliance des États du Sahel adopte un ton d'égal à égal dans ses réunions, inversant le rapport classique où les priorités étaient dictées par des partenaires occidentaux. Dans ce nouvel équilibre, le Burkina Faso ne projette pas de puissance, il projette une capacité, et cette nuance devient la pierre angulaire d'un dialogue régional renouvelé. À ce propos, ces 4 cercles s'emboîtent comme une architecture cohérente. La compétence technique renforce la confiance nationale, la confiance nourrit la stabilité sociale, la stabilité inspire le voisinage. Le programme Jamila prouve ainsi qu'une innovation née d'un hangar
peut redéfinir non seulement la défense, mais aussi la manière dont un pays se pense, se protège et coopère. À ce propos, dans ce scénario, le Burkina Faso poursuit la consolidation interne déjà amorcée sans accélération spectaculaire ni rupture majeure. Les laboratoires régionaux atteignent leur vitesse de croisière, produisant régulièrement des modules de navigation et assurant la maintenance des drones existants. La coopération au sein de l'Alliance des États du Sahel se stabilise autour d'échanges techniques modérés mais réguliers, créant un espace de confiance pragmatique. Les comités mixtes, ingénieurs, économistes, militaires deviennent une pratique institutionnelle durable, réduisant les lenteurs administratives. Sous la supervision méthodique d'Ibrahim Traoré, l'autonomie technologique continue de progresser, mais sans franchir de seuil abrupt. À ce propos, ici, la dynamique interne bénéficie d'un alignement rare entre financement, stabilité politique et disponibilité des compétences. Les unités Jamila 2 atteignent une capacité d'opération semi-autonome, permettant de surveiller simultanément plusieurs zones frontalières avec une consommation énergétique réduite. La production locale augmente significativement, soutenue par l'ouverture rapide de nouvelles microfilières de matériaux composites et de batteries adaptées au climat sahélien. Le corridor sahélien de recherche appliquée, Burkina Faso, Mali, Niger, se structure en réseau d'écoles jumelées où les programmes sont harmonisés autour de la méthodologie Jamila. Dans cette trajectoire, la souveraineté technologique devient non seulement un outil défensif, mais un moteur économique et éducatif. À ce propos, ce scénario repose sur l'hypothèse d'un choc externe, embargo ciblé, rupture d'approvisionnement électronique ou attaque diplomatique visant à freiner la progression du pays. Une telle pression pourrait réduire de moitié la cadence du programme en compliquant l'accès aux composants critiques nécessaires aux systèmes hybrides. L'absence de marge logistique forcerait les équipes à improviser des solutions de substitution moins performantes au risque de diminuer la fiabilité opérationnelle. Les partenaires régionaux, eux aussi fragilisés, pourraient ralentir leur coopération, créant un espace stratégique plus incertain. Dans ce contexte tendu, la méthode défendue par Ibrahim Traoré deviendrait plus difficile à maintenir sans un investissement massif dans la microfabrication locale. À ce propos, plutôt que de prédire lequel de ces chemins prévaudra, il importe d'adopter un raisonnement conditionnel. Observer les signaux faibles, mesurer les dépendances réelles et tester régulièrement la résilience des infrastructures afin d'agir avant la contrainte plutôt que sous son poids. À ce propos, pour les plus jeunes, le changement est tangible. Il ne s'agit plus de rêver d'un avenir lointain, mais de comprendre que l'innovation peut naître à partir d'un circuit récupéré ou d'un logiciel réécrit. Les laboratoires communautaires se multiplient et transforment certains quartiers de Ouagadougou en ateliers ouverts où l'on apprend par expérimentation directe. Manipuler une carte mère devient un acte ordinaire, presque quotidien, et non une compétence réservée à des centres spécialisés. Ce rapport nouveau au savoir produit une forme de courage technique, avancé sans excès de moyens, mais avec méthode et patience. Dans ce climat, la ligne méthodique défendue par Ibrahim Traoré sert d'ancrage, non de slogan. À ce propos, dans les zones frontalières, la transformation prend d'une forme plus concrète encore, celle des routes redevenues sûres, des écoles qui rouvrent, des champs surveillés par des drones qui préviennent les feux de brousse. La sécurité cesse d'être un besoin abstrait pour devenir une expérience quotidienne. Les familles perçoivent que la protection vient de solutions locales, adaptées à leur rythme de vie. Un simple conseil circule désormais entre villages. S'informer, signaler vite, coopérer davantage avec les équipes techniques. Cette relation nouvelle renforce une confiance longtemps fragilisée. À ce propos, pour les Burkinabés vivant à Montréal, Dakar ou Abidjan, le signal est surtout psychologique. Le pays n'apparaît plus comme une nostalgie à distance, mais comme une option de retour, de transmission ou de participation. Les transferts de compétences remplacent progressivement les transferts d'argent, créant un pont discret mais durable. Le modèle technique ne les invite pas à revenir immédiatement, mais à contribuer par fragments, un atelier, une formation, un correctif de code. Cette logique cumulative construit un lien renouvelé entre centre et périphérie. À ce propos, la première étape consiste à garantir un fonctionnement continu des laboratoires régionaux
déjà ouverts. Cela implique une maintenance hebdomadaire documentée et une traçabilité complète des pièces sensibles. Chaque centre doit établir un registre de contrôle croisé pour limiter les pannes imprévues. Sous l'impulsion méthodique d'Ibrahim Traoré, cette stabilité devient la base de toute progression. À ce propos, la deuxième étape vise à réduire davantage la dépendance aux composants importés en créant 3 lignes pilotes de microfabrication. Elles produiraient des pièces à faible coût, testées selon un protocole normalisé. Le calendrier doit s'étendre sur 12 mois avec un audit trimestriel. L'objectif est simple, augmenter la souveraineté pièce par pièce. À ce propos, la troisième étape repose sur la mise en place d'un tronc commun entre écoles techniques, laboratoires communautaires et unités militaires. Chaque module doit inclure au moins une séance de pratique sur du matériel conçu localement. La progression est mesurée par la capacité des étudiants à diagnostiquer un drone en moins de 30 minutes. Cette cohérence éducative renforce la méthode Jamila. À ce propos, un bouclier numérique devient indispensable pour protéger les données stratégiques. L'agence dédiée doit surveiller les intrusions, valider les mises à jour et sécuriser les flux internes. Chaque incident doit être traité selon un protocole de 6 étapes. Cette protection invisible soutient toute l'architecture matérielle. À ce propos, la dernière étape consiste à créer un système d'écoles jumelées Burkina, Mali, Niger. Les enseignants formés localement deviendraient multiplicateurs de méthodes. Les résultats se mesureraient au nombre de projets transfrontaliers validés annuellement. Ce réseau transforme le modèle burkinabé en plateforme régionale. Dans le hangar de Kouougou, là où tout semblait trop étroit pour accueillir une ambition nationale, les lampes de bureau projetaient autrefois une lumière fragile sur les prototypes encore hésitants. C'est là que Lumatanari rappelait à ses étudiants que chaque ajustement, même minuscule, pouvait devenir le cœur d'une transformation plus vaste. Dans ce même silence chargé, un pays apprenait à se regarder autrement, non comme un acteur périphérique, mais comme un laboratoire de sa propre survie. Lorsque les premières opérations autonomes ont confirmé la justesse de la méthode, la perception collective s'est modifiée. On ne parlait plus d'un miracle, mais d'une discipline, puis d'un style. Et dans cette trajectoire, Ibrahim Traoré n'apparaît pas comme un héros solitaire, mais comme celui qui a offert un cadre où la compétence locale pouvait enfin se déployer sans justification permanente. Le silence initial du hangar devient ainsi une métaphore de la souveraineté nouvelle. Peu de mots, beaucoup de précision, aucune ostentation inutile. Alors, dans cette histoire née d'une lampe vacillante et d'un atelier improvisé, une certitude s'impose. La précision construit la liberté. Ce récit, né d'un atelier discret et d'une méthode patiemment éprouvée, montre qu'une souveraineté peut se construire sans bruit, sans éclat et sans promesse impossible. Il révèle surtout que la compétence, lorsqu'elle circule entre ingénieurs, familles, étudiants et membres de la diaspora, devient une forme de protection collective aussi solide que n'importe quel arsenal. Dans cette dynamique, chacun possède une part d'influence. Un geste technique transmis, une question posée, une idée partagée, un retour d'expérience qui affine un protocole. Cette chaîne de contribution modeste façonne une souveraineté qui ne dépend pas d'un centre unique, mais d'un réseau de citoyens décidés à comprendre avant de juger, à analyser avant d'alerter, à coopérer avant de conclure. Alors, si cette histoire vous touche, le plus utile n'est pas l'adhésion aveugle, mais la conversation. Débattre, interroger, comparer, enrichir. Car une souveraineté qui se construit dans le calme ne demande pas l'unanimité, elle demande l'attention. Que souhaitez-vous explorer, questionner ou confronter dans ce modèle silencieux ?